Bienvenue à toutes et à tous pour le Condo Journal 2023-2024 que j'ai de nouveau le plaisir de présenter avec Marie-Cécile Baudéus, ma collègue. Alors on va vous faire un petit compte rendu des actualités juridiques et des actualités en matière de copropriété qui se sont déroulées depuis septembre 2023 jusqu'à juin 2024. Alors on commence sur les chapeaux de roue, Marie, avec septembre. On commence sur les chapeaux de roue avec, en fait, la loi sur les renseignements personnels. Alors, vous savez que cette loi-là se met en vigueur là, sur une période de 3 ans. Et donc, septembre 2023, le 22 plus précisément, rentrait en vigueur de nouvelles dispositions de cette loi, obligeant maintenant, désormais, les syndicats à s'être dotés de politique et de pratique encadrant sa gouvernance à l'égard des renseignements personnels et d'assurer leur protection. Donc, les fameuses politiques de gestion doivent maintenant avoir été adoptées par tous les syndicats de copropriété et avoir une personne responsable de ces renseignements-là. Prochaine mise en vigueur, donc septembre 2020. Est-ce que la gestion des incidents de confidentialité est déjà en place? Est-ce que vous en avez connu cette année? Alors, on a connu certaines demandes à la commission qui est responsable de ces bris de confidentialité. Semblerait par contre que ce n'est pas encore tout à fait au point pour le suivi de ces plaintes. Alors, au mois de septembre 2023, un jugement est intervenu dans un dossier de copropriété. À peu près 30 ou 40 unités avec une destination mixte puisqu'il y a une unité commerciale qui est occupée par un locataire qui fait un gym. Et alors le problème, c'est que les unités résidentielles souffrent du bruit qui est généré par le gym. La déclaration de copropriété comprenait ce qu'on appelle une clause compromissoire, qui est une clause de médiation et d'arbitrage. Alors là, se posait la question de savoir est-ce qu'on va en injonction à la cour pour que le bruit cesse ou est-ce qu'on doit aller en médiation-arbitrage. Le syndicat faisait le choix de ce mode alternatif de règlement des conflits qui est de plus en plus, qui a le vent en poupe, je dirais, qui est de plus en plus courant dans les copropriétés, notamment avec l'avènement du CMAC, le Centre de médiation et d'arbitrage en copropriété, depuis plus d'1 an maintenant, au moment des faits. Et eh bien, il y avait de la contestation de l'autre bord, autant de la part du propriétaire commercial qui considérait que la clause n'était pas parfaite, puis que ça l'obligeait pas forcément à y aller, et de la part du locataire qui prétendait, lui, que ça ne s'appliquait pas à lui, qu'il n'était pas obligé de se soustraire à une clause de médiation et d'arbitrage qui est dans une déclaration de copropriété. Et donc, ces deux arguments tombent puisque la Cour exige qu'effectivement le dossier soit référé à la médiation-arbitrage. Et c'est une décision très importante pour l'application de ces clauses, surtout par rapport aux locataires des unités, puisque c'était une question de droit auquel les praticiens n'avaient pas nécessairement pensé jusque-là, mais qui s'est présentée dans ce dossier-là. Et le fait qu'elle soit adressée par le locataire à la juge a fait tiquer certains en se disant effectivement, est-ce que le locataire est aussi sujet à ça? Et donc la réponse est oui. Même si vous avez une clause de médiation et d'arbitrage qui n'est pas dans le règlement d'immeuble, mais qui est dans la partie à constitutif, qui n'est pourtant pas la partie qui doit obligatoirement être remise au locataire, eh bien elle s'applique au locataire. Je vais tout de suite à octobre 2023. Pour vous faire part d'une actualité. En fait, c'est en octobre 2023 que la ville de Montréal avait annoncé vouloir réviser les paramètres financiers de son règlement. Règlement, vous vous rappelez certainement, qui s'appelait le règlement 20-20-20, un règlement pris en matière de logements sociaux et abordables pour pouvoir améliorer la situation des logements sociaux. En fait, quand vous aviez des projets résidentiels de plus de 20 logements qui étaient envisagés par des promoteurs immobiliers, les promoteurs devaient convenir d'une entente avec la ville et ils avaient 3 options. En fait, soit ils choisissaient d'intégrer 20% des logements comme des logements sociaux dans leur projet qui étaient ensuite remis à la ville, soit ils s'entendaient pour revendre à la ville un terrain à rabais, soit s'ils ne choisissaient aucune des 2 premières options, eh bien ils avaient la possibilité de payer. C'est pas une amende, mais c'est payer une contribution
monétaire à la ville parce qu'ils ne voulaient ni de la première option, c'est-à-dire faire des logements sociaux dans leur projet, ni de la deuxième option, c'est-à-dire vendre un terrain à la ville. Alors, la ville de Montréal se rend bien compte en octobre que c'est pas vraiment un règlement extrêmement bien accueilli, ou en tout cas qui rejoint pas les attentes et les objectifs, puisque la très grande majorité des promoteurs choisissent la troisième option, c'est-à-dire verser de l'argent. Alors l'impact sur les logements sociaux est absolument nul, donc c'est la raison pour laquelle la ville a annoncé en octobre se réajuster, réajustement qui s'est fait après, dans les faits, en mars 2024, où la ville a confirmé un répit de 2 ans pour les promoteurs au niveau des contributions, pour vraiment tenter de pouvoir rejoindre les objectifs de ce règlement. Mais il n'y avait pas eu que cette annonce en octobre, il y a également de l'actualité judiciaire, comme d'habitude. Oui, alors 2 petits jugements, moi, que je voulais vous parler, qui avaient suscité mon attention dans le courant du mois d'octobre 2023. Premièrement, un autre dossier d'assurance, toujours ces fameux dossiers d'assurance. Donc, première décision, Baudouin contre le syndicat des copropriétaires 9496-9510 Rousseau. Je voulais qu'on aborde un petit peu ce jugement-là parce qu'en fait, on parle de dommages qui avaient été subis par une copropriétaire à l'intérieur de sa partie privative seulement, causés par un élément privatif seulement et un dommage qui était graduel et répétitif. Donc, pour être plus précis, un robinet, donc ce robinet de cuisine qui coulait tranquillement et qui avait causé des dommages à ces éléments dans sa cuisine. La propriétaire poursuivait le syndicat de copropriété en disant « ben c'est à vous à venir faire les travaux et à remplacer ». La Cour ne lui a pas donné raison, a plutôt donné raison au syndicat de copropriété sur la base que tout était relevé de la partie privative et que c'était en plus un dommage graduel et répétitif. Deuxième jugement, qui j'espère ne nous plombera pas l'ambiance pour le reste de ce condo journal, jugement qui parle de l'obligation de dénonciation, en fait, d'un vendeur en copropriété. On sait que quand on vend notre unité en copropriété, on a l'obligation, comme dans n'importe quelle vente d'immeuble, d'indiquer tous les éléments qui sont susceptibles d'avoir un impact sur l'acheteur, sur la valeur du bien ou sur l'intérêt de l'acheteur à le vendre. Et la question qui était ici posée était de savoir si le fait qu'il y ait eu ou non un suicide à l'intérieur de la partie privative devait faire l'objet d'une dénonciation de la part du vendeur. Et on est venu nous dire dans ce jugement-là que non, pas obligatoirement, à moins que la question ait été spécifiquement posée. Qui démontre que pour l'acheteur, c'est un élément déterminant. Voilà. Ou pas. Mois de novembre, également, une petite affaire judiciaire dont tu voulais nous parler. Oui, petite affaire judiciaire, mais petite affaire judiciaire qui est quand même très importante dans le monde de l'assurance et où on parle de la question de la fameuse dépréciation. Alors, tout le monde qui a fait affaire avec ses assurances dans la vie se fait opposer une dépréciation en disant, ben nous, ce qu'on vous remet, en fait, c'est pas une valeur à neuf, c'est une valeur dépréciée. Et dans ce jugement-là, qui a été rendu donc dans le courant du mois dans le courant de 2023, le syndicat de copropriété poursuivait une propriétaire et donc son assureur consécutivement, encore une fois, à des dégâts d'eau. Il y avait une somme de plusieurs milliers de dollars qui lui était réclamée. La propriétaire était représentée par son assureur et il n'y avait pas de contestation quant à la responsabilité de la propriétaire, ni même quant au montant que le syndicat avait payé pour procéder aux réparations. En fait, tout ce qui était contesté, c'était le montant qu'allait être versé l'assureur, qui lui disait, ben écoutez, je ne vais pas vous remettre entièrement le montant que vous avez dépensé, je vais appliquer une dépréciation. Et la Cour est venue donner raison au syndicat de copropriété, donc c'est un jugement important qui est venu dire que finalement la dépréciation n'avait pas à s'appliquer et dans son analyse, elle aborde aussi
la question de certaines clauses qu'on retrouve de façon assez standard dans les déclarations de copropriété, Ludovic, et je vais me permettre quand même de les citer. C'est les causes où on dit tout copropriétaire reste responsable à l'égard des autres copropriétaires et du syndicat des conséquences dommageables entraînées par sa faute, sa négligence ou celle d'un de ses préposés ou par le fait d'un bien dont il est légalement responsable. Des clauses qu'on trouve de façon standard dans les déclarations de copropriété. Et le juge va prendre appui sur ces clauses-là pour déterminer qu'effectivement, la dépréciation ne doit pas être affectée, en fait, et ne doit pas être prise en compte pour condamner l'assureur à verser l'intégralité des sommes au syndicat de copropriété. Donc, jugement important pour les réclamations d'assurance, puis on sait qu'il y en a pas mal. Oui, et puis que les syndicats ne sont pas toujours les heureux vainqueurs de ces causes-là, donc là, c'est important de le souligner. Alors, des clauses un peu moins standards dans cette prochaine affaire judiciaire qui s'est déroulée, pour lequel le jugement a été rendu aussi au mois de novembre. Une clause qui interdit de fumer du cannabis à l'intérieur de sa partie privative. On a l'habitude des clauses qui interdisent de fumer dans les parties communes restreintes, un peu moins dans les parties privatives. Bon, pour le cannabis, ça peut être assez fréquent, pour le tabac, non. Eh bien, dans ce cas-là, on avait une clause qui avait été adoptée, qui est validée par le tribunal, en se justifiant par les risques pour la santé que représente la fumée secondaire, mais aussi les désagréments qui peuvent être causés par les odeurs. Et on avait ici un copropriétaire qui avait contrevenu à plusieurs reprises au règlement, alors qu'il avait été ordonné de le respecter. Et donc le syndicat, dans cette saga judiciaire, finissait par demander l'application de l'article 1080 alinéa 2 qui dit qu'un syndicat peut aller demander à ce que le condo soit vendu sous contrôle de justice quand un copropriétaire ne respecte pas une ordonnance qui a déjà été rendue par la Cour. Bon, alors il faut savoir que la Cour avait déjà condamné pour outrage le copropriétaire en raison de la violation de l'ordonnance, mais la Cour n'a pas été plus loin. La Cour n'a pas ordonné la vente parce qu'elle prétendait que le syndicat n'avait pas démontré le préjudice sérieux puis irréparable qui est nécessaire si la vente n'était pas ordonnée. Il y avait évidemment des circonstances là-dedans, dans la mesure où le copropriétaire n'habitait plus dans l'unité au moment du procès depuis de nombreux mois. Donc le tribunal accorde quand même la demande du syndicat de rembourser la somme de ses frais légaux, puisque il y avait une clause de remboursement des frais légaux qui était dans cette déclaration, et là évidemment elle est appliquée, et on parlait de plus de 100 000 $ de frais d'avocat qui ont dû être remboursés par le copropriétaire. On arrive au temps des fêtes 2023 avec là aussi un jugement. Oui, en fait, quelques jours avant Noël, un jugement qui est rendu et qui mérite qu'on s'y attarde, qui va parler en fait de la modification tacite des déclarations de copropriété. On le sait, Ludovic, les modifications tacites ont fait couler beaucoup d'encre, on y a donné droit, ensuite on a légiféré pour les interdire, et c'est dans ce cadre-là que ce jugement arrive, un jugement qui est du 21 décembre 2023, donc vraiment juste avant les fêtes. Les faits sont assez simples, une question de terrasse qui a été construite, agrandie, devant tout le monde, dans un immeuble. C'est resté comme ça pendant 12 ans, puis après ça, chicane entre les copropriétaires, procédure. Alors, les propriétaires qui avaient fait agrandir leur terrasse alléguaient qu'il y avait entente et donc modification tacite. Et les autres copropriétaires, eux autres, disaient plutôt, ben non, la modification tacite n'existe plus. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est une injonction pour faire retirer cette terrasse parce qu'elle ne répond pas à ce que la déclaration de copropriété prévoit. Et le juge, dans ce jugement-là, va analyser en fait tous les éléments de ces deux demandes qui sont devant lui, et il ne va pas octroyer ni l'une ni l'autre. Donc, il va confirmer
que la terrasse aurait dû faire l'objet d'une modification expresse de la déclaration de copropriété, du moins à partir du moment où la loi a été modifiée et l'exigeait, donc il ne pourra pas reconnaître ce droit-là, mais il ne fera pas non plus droit à l'injonction pour plusieurs raisons, mais notamment sur la question de l'écoulement du temps, où il va déterminer que franchement, puisqu'il s'est passé 12 ans avant que les autres copropriétaires ne s'y opposent, il y voit un élément de mauvaise foi. Donc, en fait, conclusion, je vous dirais, nulle pour les deux parties dans le cadre de cette audition-là. Petit fait intéressant, le juge commence son jugement en disant le mot de ce jugement-là à retenir, c'est non applicable. Puis je pense qu'on comprend mieux la conclusion à ce moment-là. Alors en janvier 2024, quelques jours plus tard, un jugement avec une conclusion beaucoup plus sévère et importante. Alors sévère, un jugement dont certainement vous avez entendu parler parce que Ludovic, il a fait la manchette. Il a fait la manchette non seulement au niveau de la sévérité de la décision qui a été rendue, mais aussi pour souligner, puis je pense que c'est important qu'on le fasse parce que c'est rare que le travail des avocats soit souligné, mais parce que l'avocat qui représentait les demandeurs dans ce dossier-là l'avait fait pro bono, tu te rappelleras. Et donc, le jugement en parle et dans la communauté, ça avait été également souligné. Donc, jugement important en matière d'indivision. Donc, on n'a pas souvent l'occasion de parler d'indivision et de jugement important, où on avait en fait deux frères qui avaient, dans le courant des années, mis en place tout un stratagème, là, et je veux, parce que je pense que ça en vaut la peine, citer un peu ce qui avait été fait là, par ces frères-là dans le cadre de leur... comment je pourrais bien vous dire ça, là, le stratagème qu'ils avaient mis en point. Alors, d'abord, ils avaient attiré les acheteurs avec un prix de vente attrayant. Ils avaient offert un financement, fait miroiter des bons investissements qui, évidemment, ne s'étaient pas conclus, promesse d'une conversion rapide en copropriété divise. Ils s'étaient gardé absolument tous les pouvoirs d'administration et de gestion entre les mains. Ils avaient fait l'objet ils avaient harcelé les résidents, les locataires de l'immeuble. Ils avaient demandé des contributions, ils avaient fait défaut d'entretenir, ils avaient entrepris toutes sortes de procédures avec des ordonnances de cour qui n'avaient pas été respectées. Ils avaient imposé aux pauvres indivisaires qui osaient contester leur autorité des amendes frivoles, des pressions, de l'acharnement. Bref, c'était effectivement un cas flagrant d'abus qui va être sanctionné de deux façons par la Cour. En fait, la Cour ordonner le partage. Alors, on le sait qu'en matière d'indivision, il y a une façon de mettre fin à l'indivision qui est le partage. Donc, on vend l'immeuble et ce partage peut être fait de consentement, mais il peut être ordonné par la Cour. Et c'est ce que va faire la Cour dans ce dossier-là. Elle va ordonner le partage de l'immeuble, donc la vente de l'immeuble, et elle va octroyer des condamnations monétaires absolument exceptionnelles contre ces deux frères-là pour sanctionner les abus dont ils ont été les auteurs pendant de nombreuses années. Donc, jugement imposant, là, vous le voyez, c'est une brique, mais jugement qui très certainement va être suivi et va être une belle balise pour le futur en matière d'abus. Puis je conclurai ce jugement-là en disant que beaucoup de jugements dont on va vous parler sont sur cette thématique-là d'abus puis de sanctions d'abus qui démontrent vraiment une tendance là, assez importante de la part des tribunaux. Exactement, et la prochaine dont je vais vous parler est justement dans cette veine, rendue le 4 janvier 2024 dans le coin de Sherbrooke, la ville de Sherbrooke, où on avait affaire à un octogénaire très très désagréable, qui utilisait
un langage extrêmement coloré pour s'exprimer auprès des administrateurs et des copropriétaires. Je ne vous citerai pas les extraits qui sont extrêmement violents. Et un copropriétaire qui n'hésitait pas à utiliser toute forme de stratagème pour finalement emmerder la collectivité et la communauté. Je ne citerai que aller mettre du savon dans la fontaine extérieure, écrire WAR, W-A-R, avec de la mélasse dans le hall d'entrée de l'immeuble. Écrire à tous les administrateurs ce qu'ils méritent, c'est juste des claques sur la gueule, après avoir déversé et repeint la salle de bain commune de toutes sortes de matières fécales récupérées un peu partout. Genre de copropriétaire qu'on rêve tous d'avoir Exact. dans son immeuble. Alors, face à ça, il est clair que la preuve qui est administrée dans ce dossier-là montre que le comportement du défendeur, qui dure depuis plus d'une décennie, ne respecte pas la déclaration de copropriété. Donc évidemment, on fait le parallèle avec le jugement qui avait été obtenu plus tôt au syndicat du Mont-Saint-Louis à Montréal, qui avait ordonné la vente sous contrôle de justice pour une copropriétaire qui ne respectait pas les ordonnances de cour de respecter la déclaration. Elle faisait du vélo dans les parties communes et toutes sortes d'affaires. Vélo dans les corridors, je veux dire, des étages, chose qui n'a pas de bon sens, entre autres violations, et pour lequel l'ordonnance de vente sous contrôle avait été autorisée. C'était une première. Ce n'est pas une procédure facile à obtenir, on l'a vu dans le dossier dont je viens de parler pour le cannabis. Eh bien, là aussi, la Cour a privilégié la demande qui était faite de l'expulsion de Jean-Yves Lévesque, pour commencer, plutôt que la vente sous contrôle, croyant que l'expulsion réussira à ramener l'harmonie dans les lieux. Donc l'ordonnance qui est rendue semble l'être comme une solution mitoyenne, moins drastique que celle qui est offerte par l'article 1080 dont j'ai parlé, qui a un impact très fort sur le droit de propriété des défendeurs et qui protège d'une certaine façon le droit de propriété qui était en l'occurrence transféré à la conjointe du défendeur qui, elle, n'avait pas un comportement aussi violent que celui de son conjoint. Janvier, beaucoup de jugements à discuter qui sont sortis au mois de janvier. Un jugement sur les assurances. Alors, les assurances, avec le fameux 1074.2, ça fait couler beaucoup d'encre, malgré tout beaucoup de confusion, beaucoup de contradictions. Et là, on a un cas de quelque chose de contradictoire, puisque on vient nous dire que si le locataire ou l'occupant de l'unité a commis une faute, cette faute ne rend pas le copropriétaire responsable envers le syndicat, en vertu de 1074.2. Alors c'est extrêmement insécurisant pour les syndicats de copropriété, mais c'est une décision que je mets immédiatement en parallèle avec une autre décision rendue en 2024 qui en fait dit le contraire, qui vient établir que le préjudice a été causé par la faute du locataire, qui est une autre personne au sens de 1074.2, et que les dispositions de la déclaration de copropriété, que beaucoup de copropriétés ont, eh bien concordent avec le Code civil qui prévoit chacune, la responsabilité pour la faute d'une personne additionnelle. Donc le copropriétaire demeure solidairement et co-responsable avec la faute de son locataire, évidemment jusqu'à la concurrence de la franchise et du montant de la réparation qui a été occasionnée au syndicat par la faute du locataire. Alors, là encore, on ne peut faire que relayer les informations qui nous arrivent de la Cour et de tout faire pour continuer à pratiquer et atteindre une constance dans la jurisprudence qui émane des tribunaux.
Alors, février. Février, tu veux nous parler de cette fois-ci de règlement, de mise en Oui. vigueur de nouveaux règlements. Effectivement, je serai rapide. En fait, en février, il y a eu un projet de loi qui s'intitulait le projet de loi 31, qui venait annoncer les prémices du règlement que nous avons eu en septembre 2024 sur projet de règlement en septembre 2024 sur les différents sujets que nous attendons depuis la loi 16, carnet d'entretien, études de fonds de prévoyance et attestation de la copropriété. Et donc, un petit projet de loi qui venait simplement permettre au gouvernement de faire quelques aménagements qui n'avaient pas été prévus par la loi 16, et notamment de déterminer une fréquence pour les nouvelles études de fonds de prévoyance et laissant envisager qu'on pourrait avoir des différences sur les exigences et les conditions du carnet d'entretien et de l'étude de fonds de prévoyance en fonction des caractéristiques de l'immeuble, chose que nous avons effectivement dans le projet de règlement. On y reviendra plus tard dans le cadre de formation et d'autres guides. Un autre sujet réglementaire en février 2024, c'est la loi sur l'interdiction d'achat d'immeubles résidentiels par les non-canadiens. Alors, cette loi, comme vous le savez, est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2025 et c'est en février 2024 que le gouvernement Trudeau a annoncé son intention de la prolonger. Alors, ça n'est pas tout de suite que les non-canadiens pourront de nouveau acheter dans le résidentiel puisque le gouvernement a vraiment formalisé déjà par écrit une intention de prolonger encore de 2 ans, alors jusqu'au 1er janvier 2027. On n'a pas eu de loi en tant que telle encore, pas de nouvelles depuis, mais c'est quelque chose qui va probablement arriver avant le 1er janvier 2025. Un peu de jurisprudence aussi au mois de février, Marie. Un peu de jurisprudence au mois de février, un jugement important, je pense, pour tous les syndicats de copropriété qui ont ou qui projettent de déposer une demande auprès du plan de garantie des maisons neuves. Alors, vous savez que dans ces garanties-là, il y a une renonciation lorsqu'on dépose une demande auprès du plan de garantie à entreprendre des procédures judiciaires de façon parallèle Exact. contre l'entrepreneur en cours ordinaire. Donc, c'était la question qui était posée dans le cadre de ce dossier-là où, en fait, le syndicat de copropriété avait fait une demande, avait donc déposé un dossier auprès du plan de garantie et de façon parallèle avait déposé une procédure judiciaire contre un sous-entrepreneur qui ayant participé à la construction, dans ce cas-ci, un maçon. Donc, la question était de savoir, est-ce que le fait d'avoir déposé un recours dans les cours ordinaires aux sous-entrepreneurs mettait un terme à la demande qui avait été faite au plan de garantie. La Cour va statuer que non et que ce genre de restriction-là ne tient pas la route et va même aller un petit peu plus loin. Ludovic, on dit des fois que la Cour ne va pas jusqu'au bout, mais cette fois-ci, on est allé même un petit peu plus loin. On a en fait dit, parce qu'il était question d'un sous-entrepreneur, mais la même chose pourrait s'appliquer dans le cadre d'un entrepreneur. Donc, il faut donc comprendre qu'un syndicat de copropriété peut maintenant, en même temps, déposer une demande auprès du plan de garantie et de façon parallèle dans les cours de justice ordinaires. C'est évidemment une bonne nouvelle pour les syndicats de copropriété, surtout que souvent on se pose cette question-là lorsqu'on arrive à l'expiration de certains délais. Là, ça devient judicieux de faire ce cumul de recours maintenant qu'il sera permis en vertu de la jurisprudence. Et autre jugement dans lequel tu voulais peut-être nous parler, toujours en matière d'abus. Hein, c'est le thème de cette année. Exact. Alors, un jugement qui est sorti le jour de la Saint-Valentin 2024, le 14 février, et qui n'est pas un premier jugement dans cette saga judiciaire-là, puisque ça avait commencé en 2013. Il y avait déjà eu un jugement au début 2020, et un jugement qui ordonnait à un copropriétaire dans un 4 unités de remettre en état les parties communes et sa partie privative à plusieurs égards, puisqu'il avait fait des travaux sans autorisation.
En contravention avec la réglementation municipale de surcroît. Alors, le jugement datait, je pense, de janvier 2020 et en novembre 2023 se tenait une autre audition, un autre procès à l'intérieur du procès pour ordonner la vente sous contrôle de justice. Là encore, hein, toujours dans la même disposition 1080 alinéa 2, parce que le syndicat estimait que la copropriétaire n'avait pas souscrit à toutes les obligations du jugement qui remontait à janvier 2020. Alors là encore, la Cour ne va pas vers la vente sous contrôle de justice et elle estime que les délais sont dus à plusieurs événements. La pandémie, les délais auprès de la ville, une maladie de l'architecte qui était mandaté, bref. On a beau être sur plus de 3 ans plus tard, on ne va pas dans une avenue qu'on juge trop drastique. Cependant, les copropriétaires sont tout de même condamnés à des dommages d'intérêt punitifs à hauteur de 25 000 $, un montant discrétionnaire de 25 000 $, parce qu'on estime que la situation vécue a été générée par le comportement quelque peu abusif et passif de ces copropriétaires-là. Alors un jugement mi-figue, mi-raisin, parce que on reconnaît un abus, on reconnaît une situation qui n'est pas acceptable, qui n'est pas tolérable, mais on ne va pas jusqu'au véhicule qui est proposé par le législateur pour ce qui est de la vente sous contrôle, qui est un véhicule pour lesquels les tribunaux sont encore un peu frileux. On avait d'ailleurs été tous étonnés du jugement Mont-Saint-Louis quand il était sorti, parce que c'était la première fois au Québec que ça arrivait. Un dernier petit jugement en février. Hein, la période après les fêtes est toujours très productive. Hein. Très productive en tant que cœur de l'hiver. On a juste ça à faire, se chicaner à ce moment-là. Petit dossier, en fait, de responsabilité. Alors, tout à l'heure, Ludovic vous a parlé un petit peu des courants jurisprudentiels. Est-ce qu'on y va contre le locataire? Est-ce qu'on y va contre le propriétaire? D'essayer de se trouver une tendance. Autre petit jugement qui sort cette fois-ci, le syndicat qui prend un recours contre des copropriétaires locateurs et contre la locataire qui a, par une belle nuit, rentré dans la porte de garage avec son véhicule et causé des dommages donc substantiels à la porte de garage. Donc, il avait fallu remplacer la porte. Il y avait eu toutes sortes de frais, des frais d'urgence, des frais de gardien de sécurité là pour assurer la sécurité des lieux. Et le syndicat donc poursuivait le propriétaire sur la base du fait qu'il est propriétaire et responsable de son locataire et le locataire également comme étant la personne responsable des dommages. Et la Cour, dans ce dossier-là, ne va pas retenir la responsabilité du copropriétaire locataire en disant qu'il n'y a pas de faute qui a été commise par ce dernier, mais va par contre condamner le locataire à la responsabilité complète des frais encourus, à l'exclusion d'un seul item de frais qui n'est pas accordé par la Cour, et ce sont les frais administratifs que la copropriété avait facturés. Alors, pour ceux qui nous suivent là dans nos différentes formations, vous savez que les frais administratifs que peut charger un syndicat de copropriété sont souvent difficiles à récupérer. Du moins, il faut qu'ils soient bien ficelés dans une clause. Alors, dans ce jugement-là, ils sont rejetés. Et puis arrive le mois de mars. Arrive le mois de mars. Au mois de mars, on a encore quelques jugements. On a aussi l'annonce de l'abandon d'une mesure incitative qui avait été prise, visant donc à aider les premiers acheteurs en permettant au gouvernement fédéral de devenir partiellement propriétaire de leur propriété. Donc, il y avait des prêts qui étaient proposés de 5 à 10 % du prix d'achat. Cette incitative-là, en fait, s'est avérée peu utile, peu efficace, et donc on a annoncé son abandon au mois de mars 2024. Jugement aussi important rendu
On va vous reparler d'abus encore, c'est définitivement Le thème, la thématique 2024. le thème jurisprudentiel de cette année de revue, dans un jugement où en fait un copropriétaire faisait la demande à son syndicat de copropriété de pouvoir installer une thermopompe sur le toit de l'immeuble. Donc, comme tout copropriétaire, il fait sa demande au sein d'une assemblée de copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires, autres que lui, bien évidemment, refusent cette demande qui leur est faite en alléguant notamment que, ben, écoutez, ils ont un rapport d'expertise qui leur dit que ça pourrait causer des dommages à l'immeuble. Donc, ils refusent, c'est un vote soumis 97, évidemment, ils refusent cette autorisation. Alors, le propriétaire conteste judiciairement cette décision de l'Assemblée, processus dont 03. Il le conteste en partie hors délai. Ça, c'est quelque chose qui est traité dans le jugement, mais qui n'est pas forcément ce sur quoi je veux vous entretenir aujourd'hui. Mais il va déterminer que le recours qu'a entrepris ce copropriétaire-là à l'encontre d'une décision prise raisonnablement par les autres copropriétaires est considéré comme une poursuite bâillon. Et donc, c'est un terme très fort qui est utilisé par le juge en disant, écoutez, les copropriétaires ont le droit, ils ont le droit de ne pas accepter la demande qui leur est faite. En fait, on n'a pas d'obligation de voter d'une telle ou telle façon en copropriété. Et dans ce cas-là, ils avaient raison. Et donc, la procédure qui a été entamée ne servait en fait qu'à faire pression sur ces copropriétaires-là de surcroît âgés pour qu'ils changent d'idée et qu'ils permettent aux copropriétaires d'accéder à ces fins. Et donc, la demande de ce copropriétaire-là en justice va être rejetée par la Cour au stade préliminaire sur ces raisons-là. Donc, un jugement important, un rejet, donc c'est fort, c'est rapide dans un processus judiciaire et on vient reconnaître que, encore une fois, on vient sanctionner l'abus d'un copropriétaire ou de n'importe qui de saisir les tribunaux et de poursuivre sans forcément avoir de chance de succès. On reste donc dans la même thématique. Oui, et la deuxième thématique, c'est les assurances, encore et toujours. Et j'ai pas nécessairement envie de rester trop longtemps sur ce jugement de mars que nous avons reçu, parce que il envoie un message un peu curieux. Il envoie le message suivant. Le syndicat a l'intérêt assurable dans les parties communes et les parties privatives. Bon, ça, on le sait, c'est la loi qui le prévoit. Et là, on était sur un dommage causé par l'eau qui entre par une fenêtre. Et de par probablement l'historique de la police d'assurance du syndicat, c'est un risque qui n'est pas couvert dans leur cas par la police d'assurance. Et ce faisant, le tribunal va dire, le sinistre n'a donc pas mis en jeu une garantie qui est prévue par le contrat d'assurance. Alors, comme la garantie n'est pas prévue par le contrat d'assurance, eh bien, dans ce cas-là, le syndicat n'a pas l'obligation de réparer les dommages qui ont été causés au plancher de l'unité en question. Et donc, l'action de la copropriétaire qui poursuivait son syndicat est rejetée. Et je trouve que ça envoie un message assez curieux, puisque un syndicat qui serait en déficit et en déroute complète par rapport à son assureur, et on en a connu, des immeubles qui ne peuvent pas être assurés contre les dégâts d'eau, eh bien, semblerait vouloir dire qu'un syndicat qui n'est par exemple pas couvert pour les dégâts d'eau, tous les dégâts d'eau qui ont lieu à l'intérieur de chez vous, vous devez vous débrouiller vous-même avec ça parce que c'est votre partie privative, puis que ça n'a pas mis en jeu une garantie qui est couverte parce qu'il n'y a pas de garantie contre les dégâts d'eau. Alors, c'est pas quelque chose qui me semble être dans le vent et le courant jurisprudentiel. Et c'est finalement une décision dont on trouvait quand même pertinent de vous parler pour vous illustrer à quel point il est vraiment important d'adresser les litiges d'assurance, avec les situations d'assurance avec lesquelles vous n'êtes pas nécessairement d'accord devant les tribunaux. Parce que
c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de confusion et de contradictions, et c'est un sujet qui a un grand intérêt à avoir plus de clarification. Et malheureusement, les praticiens du droit, on a beaucoup de confrères qui parlent de la question. Ça ne semble pas changer grand-chose au sort des décisions de justice qui sont, vous le voyez avec cette revue, assez difficiles à suivre. Avril. Et ça nous amène en avril. Et donc, oui. on est dans le printemps cette fois-ci. Et on commence avec, en fait, une annonce de Québec qui concerne le rôle de l'inspecteur en bâtiment. Alors, on sait que l'inspecteur en bâtiment, il a un rôle très important dans le cadre de l'achat d'une copropriété. Donc, on fait régulièrement inspecter les unités qu'on prévoit acheter. Et son rôle va être maintenant encadré, nous dit Québec. Et d'ici 2027, il y aura donc une certification nécessaire pour tous les inspecteurs en bâtiment, permettant donc de mieux encadrer leur rôle et consécutivement aussi leurs inspections, on le souhaite, qu'elles soient plus uniformes. Alors, ce règlement est entré en vigueur, quant à lui, le 1er octobre 2024. Une autre jurisprudence qui est arrivée en avril, toujours dans la thématique de l'Assemblée, que Marie-Cécile vient de discuter. Là, nous étions dans une copropriété mixte, résidentielle commerciale, et le propriétaire de la fraction commerciale bénéficie, puisqu'il bénéficiait et il en bénéficie toujours suite au jugement, d'un nombre précis d'espaces de stationnement à son usage exclusif et à l'usage exclusif des visiteurs de son commerce. Et il y avait eu une assemblée de copropriétaires qui avait procédé à un vote visant à réduire le nombre de stationnements dont ils pouvaient bénéficier. Et c'est malheureusement un vote qui n'avait reçu que 72% des voix présentes dans la salle. Et donc la Cour est venue dire que, non, une telle décision modifie considérablement la déclaration de copropriété qui voue l'immeuble à une destination à la fois résidentielle et commerciale. Alors on se rattache un peu à cette notion de destination mixte pour venir dire, non, vous pouvez pas réduire de toute façon indéfiniment le nombre de stationnements dont le commerce bénéficie pour l'empêcher d'exercer son commerce. Et puis au-delà de ça, on est de toute façon au niveau de l'attribution des parties communes à usage restreint dans un domaine, dans une partie de la déclaration de copropriété qui est l'acte constitutif et pour lequel 75% des voix présentes et représentées sont nécessaires. Alors de toute façon, l'Assemblée n'était pas dans son droit de déclarer adopter une telle modification avec 72%. Avant d'entrer dans le printemps, peut-être une dernière décision? Parlons d'air climatisé, parce qu'au printemps, on s'en va proche de l'été. Et donc, un jugement pas sur les airs climatisés, mais en fait, une drôle d'affaire, je vais le dire comme ça. Un copropriétaire qui poursuit son syndicat de copropriété, pour faire simple, parce qu'il a chaud dans son unité privative. Je vous explique un petit peu brièvement les faits. Donc, il y a un système de climatisation à l'eau, comme il y avait dans certains immeubles à l'époque, et il y a pour certaines unités, dont celle du propriétaire qui entreprend la procédure, un système de climatisation complètement indépendant. Donc, le syndicat de copropriété entreprend un programme pour changer le système de climatisation, parce qu'on sait que les climatiseurs à eau ne sont plus permis, du moins dans la ville de Montréal. Donc, ils entreprennent un programme. Le propriétaire participe plus ou moins parce qu'il ne se sent pas concerné. Et à un moment donné, sur recommandation d'une de ses amies, il décide de dire au syndicat, écoutez, je vais moi aussi changer mon système finalement et je vais aller avec le système du syndicat le syndicat de copropriété installe, se renseigne pas plus qu'il faut. Et là, est embarqué dans ces travaux qui amènent certaines conséquences chez lui. D'une part, les travaux se réalisent sur un certain nombre de temps. Et d'autre part,
le syndicat de copropriété, dans le système de climatisation qui est choisi, décide que durant certains mois, donc les mois d'automne avancé et d'hiver, le service sera fermé. Normalement, on n'a pas besoin de service de climatisation durant ces mois-là. Et donc, quand il s'aperçoit de ça, évidemment, le propriétaire est insatisfait et il entreprend une procédure judiciaire contre le syndicat en dommages, basée sur l'article 1067 du Code civil du Québec, qui permet à un copropriétaire de réclamer des dommages pour les troubles de jouissance qu'il subit en raison des travaux qui sont exécutés à la demande du syndicat de copropriété. Tous les mots de l'article 1067 sont importants puisque c'est sur cette base-là que la Cour va rejeter sa demande en disant, mais écoutez, dans ce cas-ci, ce ne sont pas des travaux qui ont été exécutés à la demande du syndicat de copropriété, mais plutôt à la demande du copropriétaire et donc 1067 ne peut pas s'appliquer. Puis à part de ça, il y avait aussi toute une question probablement de lacune quant aux dommages qui étaient réellement subis par le propriétaire. Mais c'est en fait une belle application de 1067 et de son cadre d'application. Qui n'est pas toujours, effectivement, pas souvent mis en jeu voilà. non plus. Alors, le printemps commence avec une décision sur ce qu'on appelle les défauts de contenance, les superficies de condos vendues versus les superficies de condos réelles. Alors, un dossier de la Cour supérieure qui était face à un cas avec une différence de 24%. Assez important pour un condo assez grand en plus, puisque le défaut représentait 650 pieds carrés. Alors, dans ce présent dossier, la Cour conclut que oui, il y a fausse ou trompeuse représentation sur la superficie et rappelle que c'est une pratique interdite par la loi pour la protection du consommateur et que ça crée ainsi un dol, le dol étant un vice de consentement. Et dans les faits, eh bien, c'est tout de même un montant de 388 000 $ qui est prononcé comme réduction du prix de la vente. Et on revient aussi sur la validité des clauses qui sont dans les contrats préliminaires et qui parlent de ces aspects-là. En l'occurrence, la Cour établit que la clause qui était là dans ce dossier ne contenait pas suffisamment d'informations pour permettre à un consommateur, et elle utilise l'expression crédule ou inexpérimenté, d'être informé qu'il pouvait y avoir une telle différence. On poursuit avec le mois de juin, et là encore, des jugements. Encore des jugements et jugements intéressants. Alors, en début de Condo Journal, je vous ai parlé de la loi sur la protection des renseignements personnels. Et là, je vais conclure ma jurisprudence, moi, avec une histoire de vidéo. Et surtout, la Cour doit statuer sur l'admissibilité en preuve de vidéos qui sont filmées à l'intérieur d'une copropriété. Alors, c'est intéressant et ce sont des questions sur lesquelles, à mon avis, les tribunaux vont de plus en plus devoir se pencher, là, avec toutes les obligations qui s'en retrouvent. Alors, dans ce dossier-là, on a des caméras de surveillance qui filment en temps continu l'entrée du gymnase et de la piscine dans une copropriété, comme c'est en fait souvent le cas là, pour des raisons notamment de sécurité. Et se pose la question de savoir est-ce que ces vidéos-là vont pouvoir être déposées en fait au dossier de la Cour pour aider à la preuve. Et la Cour va donc parler des deux critères qui doivent exister de façon cumulative, donc les deux en même temps, pour rejeter donc cette preuve-là et donc empêcher le dépôt de ces vidéos. Et d'abord, la première condition, c'est que la preuve doit être obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentales. La Cour va en arriver à la conclusion qu'effectivement, la captation d'images dans l'entrée de gymnase et de la piscine porte atteinte aux droits et libertés fondamentales parce qu'on est capté en temps continu.
Et deuxième donc condition, je vous rappelle qu'il faut que les deux soient présentes, l'utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Et la Cour va déterminer que ce deuxième critère-là n'est pas rempli. Parce qu'au contraire, le contenu de ces vidéos-là ne déconsidérera pas la justice, au contraire, va permettre d'atteindre la vérité qu'on cherche toujours à obtenir dans le cas de la preuve et de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé à un tel moment donné. Et donc, va permettre le dépôt de ces vidéos au dossier. Et dernière jurisprudence avant de conclure, une affaire qui se déroule à Tremblant. Et donc Tremblant, tout le monde connaît Tremblant, zone de villégiature par excellence. Et la Cour devait se pencher sur la validité d'une décision qui interdisait la location à court terme dans une copropriété. Alors, nous étions sur une copropriété d'une trentaine d'unités qui existe depuis les années 80 et qui, pendant de nombreuses années, avait fait l'objet de locations pour de court terme, pour finalement, dans les dernières années, dans les 10-15 dernières années, avoir une utilisation moins fréquente des locations de court terme des unités. Et finalement, avec 2018-2019, l'avènement des plateformes de location court terme comme Airbnb, certains copropriétaires se sont mis à relouer ou à louer, pour ceux qui ne l'avaient encore jamais fait, dans cette copropriété, pour de court terme, leurs unités. La collectivité plus, je dirais, casanière, ou en tout cas qui eux ne voulaient pas louer court terme leurs unités, est un peu saisie de crainte et de préoccupation et décide donc en assemblée d'adopter une interdiction de la location court terme. Et c'est une décision qui passe à 58%. Alors là, se soulevait la question de savoir à quelle majorité doit être pris une telle décision. Est-ce qu'on est sur du 75%? Est-ce que c'est une modification de la destination de l'immeuble? Étant entendu que dans cette copropriété, la destination était juste residential townhouse parce que elle datait des années 80. Et donc se soulevait la question de y a-t-il eu possibilité de modification tacite de la destination dans cette copropriété puisqu'elle a été utilisée pour des courts termes pendant longtemps. Alors la Cour n'embarque pas du tout sur la prétention des demandeurs et reconnaît que le syndicat avait tout à fait le droit de passer cette interdiction avec 50% des voix présentes et représentées. Et ce qui est très intéressant, c'est que on reste en suspens sur la question de l'application de cette fameuse théorie qu'il y a dans beaucoup de livres d'auteurs de notre entourage, qui prétend que la destination de l'immeuble serait une notion dynamique et évolutive, qui tient compte des caractéristiques intrinsèques de l'immeuble et qui n'est pas seulement ce qui est écrit dans la déclaration de copropriété. Alors là, je trouve que c'est slap in the face pour éviter l'anglicisme. Parce que on n'est pas du tout là. La Cour n'embarque pas du tout dans cette question de notion dynamique ou évolutive. En fait, la Cour embarque jamais dans cette notion. C'est effectivement pas une notion qui est très populaire dans les tribunaux. Et donc, on considère que la destination c'était écrit residential townhouse, puis finalement, on vient interdire ce qui de toute façon est déjà le cas. Alors, c'est un peu comme si on admettait que il y en a eu, mais finalement c'était fait en contravention déjà avec ce qui existait. Et la Cour va même plus loin dans un des paragraphes de ce jugement qui est assez marquant quand on en fait la lecture, c'est que la Cour sous-entend très clairement que une copropriété qui a une destination résidentielle ne pourrait pas de facto
faire de la location court terme. Alors, il est bien inutile d'en interdire ou d'en restreindre l'exercice. De facto, quand vous êtes dans une destination résidentielle, il est acquis que la location court terme serait interdite parce que c'est un exercice, une activité qui est commerciale et qui ne pourrait donc se faire que dans une copropriété qui indique clairement une destination de villégiature, une destination commerciale. Alors ça, c'est une vieille théorie, en fait, qui revient, là. Exactement. Alors, on attend de voir quelles seront les retombées éventuelles de ce jugement, s'il y en a. Mais là aussi, comme les assurances et comme l'abus, on a finalement défini 3 thématiques dans notre revue. La question de la destination et de la location court terme, c'est un sujet avec lequel il faut rester alerte dans les prochaines années pour voir dans quelle direction les tribunaux vont s'enligner, parce que on a un peu l'impression que toutes les instances publiques s'intéressent à la question, Ouais. La loi sur l'hébergement touristique d'un côté, les tribunaux de l'autre, et les copropriétaires se retrouvent au milieu, puis savent plus trop s'ils peuvent faire certains investissements. Parce que l'achat d'un condo, au niveau de la location, devient peut-être un peu plus insécurisant. Alors, je pense que là aussi, il y a besoin de clarification pour tous les publics, et, les copropriétaires qui louent, les copropriétaires qui résident. Par contre, pour ce qui est de la modification tacite, ça ne regarde pas très bien. Ça fait plusieurs années que ça regarde mal. Alors, merci de nous avoir écoutés. Merci, Marie. Merci Lovic. Alors, c'était la première partie donc de la revue Condo Journal. Donc, on a fait, vous l'avez bien suivi, septembre à juin. On est rendu à juin. Quand même. Alors, on vous reviendra donc dans d'autres capsules pour le reste de l'année. Alors, merci beaucoup. À bientôt.